demander disperser comme ça, comme vous voulez. Bonjour. Voilà, j'ai le plaisir et l'honneur donc de présenter nos collègues et amis canadiens québécois. Et voilà, tout d'abord, je vais laisser la parole à Jean Gagné et Aimé Lebeau. Jean Gagné va nous parler donc de rétablissement et appropriation du pouvoir. Alors Jean est professeur à la TELUC, l'Université de Montréal, et professeur associé à l'École de travail social de l'Université de Québec et de Montréal depuis 2010. Il détient un baccalauréat en animation culturelle, une maîtrise et un doctorat en sociologie. Sa thèse s'intitule « Des organismes communautaires au Québec vers une sociologie de la mémoire ». Voilà, après ce sera Aimé Lebeau et puis on discutera un petit peu. C'est moi, ça va? Alors, d'abord, je remercie les organisateurs du colloque ainsi que M. Yves Lecomte pour m'avoir invité, m'avoir donné l'occasion de venir présenter quelque chose sur la notion de rétablissement. En fait, je dis notion, on verra. C'est un des problèmes que je vais aborder, c'est de quoi s'agit-il exactement. Je vais aborder ce sujet, comme je suis sociologue et professeur à la TELUC, on l'a dit, mais ma carrière précédente était celle d'organisateur communautaire. J'ai travaillé notamment en CSS, qui est une institution au Québec qui se préoccupe de la santé. Et dans ce cadre-là, j'ai obtenu un mandat pour accompagner l'équipe afin que les services de santé mentale soient orientés vers le rétablissement. Alors, à l'époque, j'étais très enthousiaste de cette idée. Et après coup, avec les résultats de l'expérience, vous verrez que je deviens un peu plus critique. Mais enfin, critique au sens où je crois qu'il y a des questions à se poser sur la façon dont il nous est présenté, dont est diffusé ce concept au Québec. Alors voici, le rétablissement est devenu, depuis plus ou moins le milieu des années 90, un mot d'ordre consensuel dans le champ de la santé mentale. Ainsi, si on tape le mot sur Internet, on obtient en un instant à peu près 120 000 résultats. Ce qui est étonnant là-dedans, parce que pour Internet, personne ne s'en étonne qu'il y ait autant de résultats, mais ce qui est peut-être étonnant, c'est qu'il semble au premier abord, enfin, les titres vedettes proviennent d'instituts psychiatriques, d'universités, de collectifs ou de communautés actives dans le domaine de la santé mentale. Donc, il semble que le concept est aussi beaucoup investi de façon assez sérieuse. Voilà. Il y a donc un effet de mode certain à l'apparition du rétablissement et qui s'impose finalement comme dans le vocabulaire scientifique. Sinon, dans le vocabulaire scientifique, au moins dans le champ social, j'utiliserais ce terme-là au sens bourdieusien, c'est-à-dire un secteur d'activité dont les profits et les enjeux sont typiques à ce secteur-là et pas nécessairement transférables dans un autre. Alors, à cet égard, mon intervention va porter sur la définition et l'usage du terme en tant qu'il ferait l'objet non seulement d'une préoccupation scientifique, c'est-à-dire de quoi s'agit-il et avec quelles conséquences sur la pratique, mais il constitue aussi un enjeu de position dans le champ social de la santé mentale. En tant que s'approprier de ce mot-là, c'est un mot qui évoque immédiatement des valeurs qui sont partagées à peu près par tout le monde. On dit, souhaiter un bon rétablissement et un bon rétablissement à quelqu'un qui pourrait être contre une telle idée. Alors, ça me semble être même un problème, parce que c'est tellement positif finalement qu'on s'interdit un peu d'être critique face à cette nouvelle vague-là. Son usage est devenu généralisé, mais à mon avis, il masque quelques tensions qui sont quand même bien ancrées. Il faut dire que le problème avec le rétablissement, oui, d'accord, le problème avec le rétablissement, c'est de savoir de quoi on se rétablit. Oui. Vous êtes très... Alors, comme ça, on comprend plus, parce que non tout le monde sait français et comprend si bien. Vous marchez très vite. Oui, d'accord. Vous m'excusez. Oui, bien. Alors, je disais que
le concept de rétablissement, il réfère quand même à son inverse qui serait la maladie. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de maladie? Donc, être pour le rétablissement, pour que ça signifie quelque chose, il faudrait aussi qu'on s'entende sur de quoi on se rétablit, de quel mal s'agit-il. Alors ça, c'est une économie qu'on fait en universalisant le concept sans dire pourquoi et de quoi on se rétablit. Donc, je vais passer rapidement. C'est éminemment un phénomène complexe que la santé mentale, donc qui met en ordre des éléments physiologiques, psychologiques, sociologiques, contextuels. Et donc, quand on parle de rétablissement, on est obligé aussi d'incorporer toutes ces notions-là, sinon on risque d'être un peu à côté de la plaque. Le dénominateur commun à toutes les exceptions qu'on va passer en revue du rétablissement, c'est de croire que la maladie mentale, si on veut l'exprimer ainsi, n'est pas nécessairement une condition chronique et que, en fait, la plupart des personnes atteintes peuvent espérer s'en rétablir, c'est-à-dire qu'ils peuvent retrouver une vie signifiante pour elles-mêmes, signifiante pour autrui, et que ce soit par la voie de ce qu'on appellerait la guérison ou en dépit de la persistance de symptômes et de difficultés, ils pourraient, dis-je, retrouver quand même une vie intéressante. Ce serait le nœud commun le corps commun du rétablissement. Alors, pour un peu problématiser ça, je vais tenter de passer en revue d'abord la généalogie du rétablissement, d'où provient ce terme, pour peut-être comprendre aussi pourquoi il semble aussi polysémique. Alors, faire un peu sa généalogie. Et ensuite, on verra un peu les acteurs sociaux qui sont impliqués dans sa promotion, c'est-à-dire le monde scientifique principalement, le monde politique, les décideurs publics, dirons-nous. Et je parlerai un peu aussi du point de vue des usagers, car ils sont très importants aussi dans la constitution du concept, ou dans une de ses constitutions, tout le moins. La tradition est intéressante pour comprendre le phénomène. Dans le cas du rétablissement, habituellement, on situe son apparition, à tort, je dirais, là, mais on situe son apparition, ce dont on parle, c'est la version la plus moderne, finalement, du rétablissement. On verra tantôt que on a occulté dans un peu de passé. Dans sa version la plus moderne, on présente généralement trois grandes sources, qui sont, premièrement, des recherches scientifiques qui ont démontré que l'issue de la schizophrénie ou de la psychose était assez souvent positive. Je pense entre autres, puisqu'on est ici aux recherches, on les a évoquées tantôt, qui ont été faites à même l'expérience de Soteria, où on arrivait à des taux de rétablissement, c'est-à-dire des gens qui avaient une vie hors de l'hôpital pendant des années avec des activités signifiantes et intéressantes, très longues. Donc, ça, c'est une première source de la vogue au rétablissement. La deuxième source serait effectivement des pratiques comme Soteria, le début aussi de la réadaptation psychosociale, où on voyait que les gens pouvaient, en dépit de certains symptômes, avoir une vie intéressante. Et puis enfin, c'est très important, la publication de récits autobiographiques de personnes qui avaient vécu avec la maladie mentale. On parle souvent de récits de prosumer, c'est une contraction entre consommateurs et professionnels. Il s'agit, la plupart des gens ont entendu parler de Patricia Deegan, entre autres. Donc, des gens qui sont devenus psychologues, qui ont eu des postes dans les hôpitaux, des postes dans des associations importantes, et qui avaient vécu auparavant des problèmes de santé mentale importants. Et donc, leur récit de vie témoignait qu'il était possible de se sortir du chaos, finalement, de la maladie. Je passe. Marcia Lovejoy, en particulier, je voulais la citer parce que c'est un des textes les plus typiques, il me semble, de ce courant-là. Marcia Lovejoy, donc, elle publie en 1982 un article sur le rétablissement qui est largement inspiré de son récit de vie. Il s'intitule Expectation and the Recovery Process. Alors, on est vraiment dans les débuts. Et dans ce récit-là, elle va raconter qu'elle a
connu un parcours de 10 ans dans les hôpitaux. Oui, encore. 10 ans dans les hôpitaux, 2 tentatives de suicide, et elle écrit son récit 4 ans et demi après la fin de sa dernière hospitalisation, et elle est alors directrice d'une grande association d'entraide. Elle va évoquer aussi dans son rétablissement, ce qu'elle commence à appeler de rétablissement, le grand appart de l'entraide. Et elle fait un lien aussi parce qu'après ses hospitalisations en psychiatrie, elle a eu aussi des traitements dans le domaine de la toxicomanie. Et c'est de là que vient sa principale inspiration. On reviendra sur cette idée-là, mais c'est vraiment de là que vient sa principale inspiration, puisque, effectivement, elle dit, bon, les gens qui me soignaient en toxicomanie, ils n'étaient pas contents quand je rechutais, et ils étaient heureux quand ça allait bien, tandis que quand j'étais en psychiatrie, les gens avaient une attitude thérapeutique. Donc, ce qu'elle ramène, c'est le principe un peu de la psychologie humaniste, c'est l'authenticité. Le deuxième élément qu'elle retient beaucoup, c'est l'entraide. D'ailleurs, elle dirige un groupe d'entraide par la suite. Mais comme quoi, ce contact entre pairs permet effectivement d'apprendre assez directement, finalement, comment on peut composer avec les symptômes, les difficultés de la maladie. Je voulais aussi, pour étayer mon propos, aussi rappeler que si on dit souvent que le phénomène apparaît au tournant des années 80 à 90, quand on fouille rapidement, très rapidement, comme je l'ai fait, on se rend compte que le terme est utilisé déjà aux États-Unis au 19e siècle, comme je l'indiquais. Il y a, je parle des recovery circles, avec des pères aidants qui s'appellent les recovery mentors. Alors, on parle de 1850. Alors, comme quoi, déjà, donc, père aidant, entraide, déjà s'est installé, et ils appellent ça du rétablissement. À peu près à la même époque, en Angleterre, il y a un groupe